Il est 19h à Moriba-Bougou, cercle de Kati, région de Koulikoro, d'où nous émettons. Vous êtes bien sur Chérif la télévision. Merci de nous réitérer votre confiance et bienvenue dans ce tour d'horizon de l'actualité nationale et internationale. Au sommaire, clôture de la deuxième édition de l'atelier de formation des gestionnaires financiers, des comptables et des entreprises de la Fédération Ansardine Internationale. C'est une initiative du bureau exécutif de l'ADN Mali. Les techniques de gestion administrative et archivage, c'est la thématique d'un autre atelier de formation destiné cette fois-ci à 11 membres de l'association UNCO. Le développement tout de suite dans ce journal. Dimanche 16 août 2020, vous êtes bien sur Chérif la télévision. Merci pour votre constance à cette chaîne. Je vous l'annonçais à l'instant, fin du programme de la deuxième édition de l'atelier de formation des gestionnaires financiers et des comptables des entreprises de la Fédération Ansardine Internationale, initiée par le bureau exécutif de l'ADN Mali. La cérémonie de clôture était placée sous la présidence de M. Modibo Diallo, président de l'ADN Mali. C'était ce samedi 15 août 2020 au siège de la dite association. Fatmata Kane, Sédougnaré pour plus de détails. Dans le souci d'améliorer le niveau professionnel de ces travailleurs, le bureau exécutif de l'ADN Mali vient d'organiser une formation de 4 jours à l'intention des gestionnaires financiers et comptables de 11 entreprises de la FADI. L'objet de cette formation, c'est le renforcement des capacités des comptables et des gestionnaires des différentes entreprises que l'association Ansardine a mis en place. Donc aujourd'hui, c'est la deuxième édition et nous sommes en 5e jour. La première édition a eu lieu en décembre 2019. Donc cette formation nous permettra vraiment de travailler avec le CG comptable et également le CG commercial pour assurer la bonne fonctionnement de l'entreprise. Mes impressions est qu'après aujourd'hui, que chacun de nous sera capable également de créer un fichier comptable, de paramétrer, c'est-à-dire s'adapter en fonction de la réalité de l'entreprise, élaborer un rapport en fin de mois et en fin d'année. Ma satisfaction est que vraiment je remercie le guide des Ansar qui est à la base de la réussite de la bonne organisation de cette association. Je remercie également le bureau national, en particulier le président de l'ADN national, M. Modibo Diallo. Je remercie encore le formateur, à la personne de Amadou Karambé. Cet atelier de renforcement des capacités s'est déroulé sur 3 modules à savoir organisation comptable d'une entreprise, sage comptabilité ligne 100, sage commercial ligne 100. Donc en fait, la formation était basée sur le renforcement des capacités en gestion financière et comptable. Et nous sommes à la deuxième édition pour le moment. Première édition, on a vu l'initiation en comptabilité. Et deuxième édition, actuellement, on a fait maintenant l'organisation comptable d'une entreprise. Et là, c'est primordial parce qu'une entreprise qui n'est pas bien organisée ne pourra même pas satisfaire ses besoins. Car elle n'a même pas la capacité de donner l'information financière à une date donnée. Donc c'est pour cela que j'ai initié cette formation pour que les entreprises Ansar puissent prendre connaissance vraiment sur la gestion comptable et financière. Le message que je lance à l'endroit des participants, ça c'est de prendre courage et faire beaucoup de recherches. Il ne faut pas stopper uniquement ce qu'on a vu lors des formations, mais il faut aller au-delà. La clôture de cette deuxième édition était placée sous la présidence du président de l'ADN Mali. Pour sa part, il a au nom des Ansar réitéré l'engagement de l'association auprès du guide spirituel des Ansar, Seydi Chérif Ousmane Madani Aïdara, avant de remercier le formateur pour la qualité et la réussite de la formation. D'abord, je remercie le bon Dieu qui nous a montré ces beaux jours, qui est la fin de la formation
des renforcements des capacités en comptabilité et en gestion. Donc vraiment nous avons initié cette formation pour renforcer la capacité de nos gestionnaires, parce que beaucoup de nos militants ont été recrutés dans nos entreprises, mais ils n'ont pas la capacité d'intellectuel suffisante. Donc c'est pour cela que nous avons initié cette formation. C'est la deuxième édition. Donc vraiment nous souhaitons que vraiment ils seront à la hauteur, s'il plaît à Dieu. Et nous remercions également le formateur qui est Amadou Karambe. Et il a fait cette formation en guise de reconnaissance au guide spirituel à Seri Ousmane Madan Haïdara. Il dit que c'est grâce à Haïdara que lui il a eu cette connaissance. Donc lui aussi il a voulu transférer cette connaissance aux autres. Il est à noter également qu'ils étaient au nombre de 19 personnes à participer à cette formation. La cérémonie a été sanctionnée par une remise d'attestation ainsi qu'une photo des familles. Dans l'atelier de formation à un autre, 11 membres de l'association CO des thérapeutes traditionnels étaient en formation de 2 jours. Elle portait sur les techniques de gestion administrative et archivage. La cérémonie de clôture a eu lieu ce dimanche 16 août 2020 dans la salle de réunion de la Fédération nationale des associations de santé communautaire du Mali, FENASCOM, en commune 5 du district de Bamako. Suivant cet élément. Cette formation a pour but de renforcer les capacités des membres de l'association CO des thérapeutes traditionnels en vue de contribuer à la réalisation du volet sanitaire du programme de développement économique, social et culturel de la commune 5 du district de Bamako. Comme vous le savez, notre association a toujours accordé une attention particulière et soutenue à la formation de ses membres. C'est en ce sens que nous avions procédé à l'exécution correcte des activités pendant 6 mois dans le cadre du renforcement des capacités opérationnelles des membres de l'association ANT, des membres de l'association NGO, des thérapeutes traditionnels ANT. Au terme de ces formations, l'ANT a reçu des libiscus, matériel et équipements suivants: fourniture, documentation, une imprimante, un ordinateur portable, une photocopieuse, un scanner, un vidéoprojecteur, mobilier de bureau. À l'atteinte de ces nobles objectifs nécessite la mobilisation des ressources financières importantes. C'est pour satisfaire ces besoins de financement que l'association ANT a sollicité et obtenu la subvention de l'AMI 2 numéro 98 DP1 PA Hibiscus. C'est dans cette perspective que la présente cérémonie se fixe comme but d'amener tous les acteurs actuels et potentiels du projet à s'imprégner de son contenu et de ses objectifs et de sa stratégie, de renforcer l'adhésion des populations bénéficiaires aux idéaux du projet. Les partenaires techniques et financiers présents à la cérémonie saluent cette initiative de l'association CO des thérapeutes traditionnels et promettent de les accompagner pour d'autres projets. Ce programme vise à contribuer au renforcement des capacités de la société civile sur des thèmes comme la gouvernance interne et la recherche de financement, la citoyenneté, le développement local et la bonne gouvernance des activités décentralisées. Donc ces résultats sont axés à 4 niveaux de structuration. Niveau 1, ça concerne les organisations de la société civile telles que l'association CO ANT. Et niveau 2 et 3, ça concerne les ONG prestataires tels que nous, Jeunesse et Développement, qui sont là à accompagner cette association dans le cadre du renforcement de leurs capacités. En citoyenneté locale, élaboration du PDSEC, recherche de financement, et gestion administrative et archivage. Et le niveau 4, ça concerne généralement les acteurs émergents, mais qui ne sont pas structurés, c'est-à-dire les bloqueurs
et les acteurs des médias sociaux dans leurs activités. Nous nous réjouissons de cette formation des tradithérapeutes et qui va dans l'intérêt commun de tous les personnels engagés pour les besoins de la santé de la communauté. Et après, je salue aussi les participants, les tradithérapeutes même, et qui sont nos collaborateurs. Et pour dire que nous sommes très contents de cette formation, cette initiative qui va une fois de plus renforcer les capacités techniques des thérapeutes et pour pouvoir servir au mieux la population de la commune. Rappelons que cette formation est le fruit d'un partenariat entre l'association Co des thérapeutes traditionnels et le projet d'appui aux initiatives des jeunes et développement. De la formation à l'information, le mouvement Sauvons Kati a initié une rencontre d'information ce samedi 15 août 2020 à la Maison des Jeunes de Kati. La rencontre a porté essentiellement sur l'explication de la désobéissance civile, rencontre au cours de laquelle également une déclaration a été lue par le secrétaire général afin d'éclaircir leur position sur la crise sociopolitique que traverse le Mali. L'association des sourds-muets et les 14 quartiers que compte le cercle de Kati étaient représentés à cette occasion. Suivons la déclaration au micro de Kafouné Bachili, nous connaît. Le mouvement Amber Kungodo constate avec satisfaction une avancée majeure de l'évolution positive de la situation actuelle de notre pays après la médiation de la CEDEAO. Considérant la demande de la désobéissance civile du M5 RFP ayant engendré beaucoup de dégâts et de désagréments aux paisibles citoyens, condamnant fermement les violences sous toutes ses formes comme moyen de pression, de lutte, d'expression et de revendication. Convaincu que le dialogue est et restera le seul moyen de résolution de toute crise. Nous, mouvement Amber Kungodo Sauvons Kati, s'inclinons devant la mémoire de nos civils et militaires tombés sur le champ d'honneur et prions pour le repos de leur âme. Solution le président de la République, El Hadj Ibrahim Boubacar Keïta, pour l'application des recommandations de la CEDEAO, notamment la mise en place d'un gouvernement restreint et la Cour constitutionnelle. Exhortons le gouvernement restreint à diligenter les enquêtes sur des événements survenus les 10, 11 et 12 juillet 2020. Afin de situer les responsabilités et sanctionner les vrais coupables, invitons enfin les Maliennes et Maliens de l'intérieur comme de l'extérieur à une mobilisation citoyenne autour des principes républicains, démocrates et laïques dans le cadre du respect et de la Constitution et de la préservation de la cohésion sociale. Déclaration politique faite à Kati le 15 août 2020. L'actualité nationale sur un tout autre plan, parlons cette fois-ci économie dans ce journal. Au-delà de la crise sanitaire qui a impacté les petites et moyennes entreprises, les chefs d'entreprise et ouvriers traversent beaucoup de difficultés dans l'exercice de leur métier au Mali. En cause, la crise sociopolitique. La rédaction s'est intéressée à ce sujet pour connaître l'état de lieu du processus de normalisation de la situation. Suivons ce reportage. La grande majorité des Maliens sont employés dans le secteur informel avec des systèmes de protection sociale quasi inexistants, sans régime d'assurance chômage par exemple, la crise sanitaire et sociopolitique ayant impacté beaucoup d'activités génératrices de revenus sans qu'aucune mesure compensatoire réelle ne soit proposée par l'État. Le secteur de l'artisanat précisément souffre énormément pendant cette période. Et vous savez, notre période favorable dans l'année, il s'agit des deux fêtes.
la fête de Ramadan et la fête de Tabaski. Bon, malheureusement, avec le Covid, avec la Covid-19 et avec les manifestations actuelles, donc malheureusement, ça joue beaucoup sur nos chiffres d'affaires. En tout cas, il y a beaucoup de métiers qui ont été impactés par ces différents événements. Aujourd'hui, c'est de gérer avec intelligence cette période. Le gouvernement doit tenir compte des réalités actuelles et prévoir la survie des entreprises en diminuant les charges, ceux qui sont au réel, l'INPS, l'impôt et autres, et ceux qui sont au synthétique, voir comment relancer ces petites activités génératrices de revenus. Les professionnels du secteur de la menuiserie et automécanique estiment que les autorités du pays doivent prendre des mesures visant à contenir l'épidémie, parvenir à un certain équilibre entre les risques sanitaires et les risques sociopolitiques. Le secteur de l'artisanat du Mali a perdu un chiffre d'affaires de 60 à 70% depuis le début de la double crise sanitaire et sociopolitique, au dire du président de l'Assemblée permanente des chambres des métiers du Mali. Il y a eu une grande rencontre au niveau de la primature pour demander aux différents secteurs de citer leurs problèmes et de proposer des solutions. À cela, nous avons proposé des solutions visant à diminuer les charges, comme l'impôt. Bon, l'impôt synthétique a été prorogé jusqu'à 2 mois supplémentaires. Mais au-delà de ça, ceux qui sont au réel, les entreprises artisanales qui sont au réel, qui présentent leur bilan, ils ont ajouté 1 mois de plus. Mais en réalité, les chiffres d'affaires ont beaucoup baissé. Quand vous parlez aujourd'hui de la maison des artisans de Bamako, les chiffres d'affaires ont chuté de 60 à 70%. Ils n'arrivent plus à vivre de leur travail, c'est le social qui prédomine. Quand quelqu'un arrive à 25 000 francs, il partage 2 000 francs avec les autres, il rentre avec 3 000. Soit l'inverse, soit il partage 3 000, il rentre avec 2 000. Donc nous espérons d'abord en premier lieu sur l'appui de l'État. Bon, au-delà de ça, nous appelons aux clients, à la population malienne, d'aimer nos produits. Parce que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Aujourd'hui, chacun a tendance à aller vers les produits importés. Si je parle des meubles, c'est des meubles importés. Si je parle des tissus ou des habillements, c'est des tenues. Regarde les costumes que nos tailleurs arrivent à réaliser. Ce sont nos tailleurs qui arrivent à réaliser tout ça. Donc, aimons nos produits et aimons le consommer malien. Donc, en nous confiant les commandes. Cela peut nous aider parce qu'en confiant une commande à un artisan, vous l'aidez également non seulement à fonctionner son entreprise, mais vous l'aidez à former ses ouvriers et ses apprentis. Compte tenu du contexte actuel du pays, les acteurs du secteur informel attendent avec impatience la fin de cette crise qui n'a que trop duré pour relancer leurs activités respectives. L'essentiel de l'actualité internationale à présent, en bref et en images, une compilation de Moussa Fomba. Un mort de plus ce samedi en Côte d'Ivoire après 4 jours de violence liée à l'annonce de la candidature d'Alassane Ouattara. Au total, 6 personnes tuées et plus de 100 blessés sont à déplorer depuis le 6 août. Les tensions sont très vives entre les partisans d'Henri Kouna Bédié, candidat à la présidentielle, et ceux du président sortant. Des affrontements ont eu lieu dans le village d'Anoumabo, près de Daoukro, où 60 personnes ont été interpellées pour troubles à l'ordre public. Jeudi dernier, des manifestants se sont heurtés aux forces de l'ordre dans la capitale économique Abidjan. Au pouvoir depuis 2010, le président ivoirien brigue un 3e mandat suite au décès de son successeur désigné, le défunt premier ministre Amadou Gon Coulibaly. La constitution limite à 2 le mandat présidentiel, mais opposition et pouvoir sont en désaccord sur l'interprétation de la réforme adoptée en 2016. Les partisans de Ouattara affirment qu'elle a remis le compteur des mandats à 0. Ses adversaires jugent anticonstitutionnel une 3e candidature.
La République du Congo a fêté ses 60 ans d'indépendance ce samedi 15 août. Lors d'une cérémonie sur l'esplanade du Palais du Congrès, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a tenu à souligner les progrès réalisés dans son pays. Le chef de l'État congolais a longuement parlé des infrastructures construites depuis l'indépendance et notamment évoqué le nombre de grands hôpitaux et d'écoles construites dans tout le pays. Ce constat ne fait toutefois pas l'unanimité. Riche en pétrole, ce pays d'Afrique centrale fait actuellement face à plusieurs défis politiques et sociaux économique. Après la chute des cours du pétrole en 2014, l'économie du pays a été plombée de nouveau par la pandémie de Covid-19. Brazzaville peine à appliquer les 48 mesures édictées par le Fonds monétaire international FMI dans le cadre d'un accord triennal signé en 2019 pour relancer son économie de rente. Le scénario tant redouté s'est finalement joué samedi au large des côtes sud-est de Maurice. Le MV Wakashio, navire japonais de transport de marchandises échoué le 25 juillet sur un récif, s'est brisé en deux. Ce sont désormais deux immenses pièces qui se trouvent l'une à côté de l'autre sur le brisant de Pointe Destiny, là où ce vraquier long de 300 mètres est piégé depuis 22 jours. La déchirure de la coque était de plus en plus visible de la plage et comme attendu, le Wakashio s'est brisé. Ce moment de rupture n'a pas été brutal comme le redoutaient les autorités, ce qui aurait provoqué de nouveaux déversements de fioul, car il restait au moment où la coque s'est brisée encore près de 100 tonnes d'hydrocarbures dans la salle des machines, dans la cale et ailleurs dans le navire. Il s'agit de fioul résiduel qui s'est déversé dans le vraquier après l'accident. Les réservoirs, eux, ont été vidés depuis plusieurs jours. Des remorqueurs tiennent la partie avant du navire et se préparent à la tirer vers le large. Le premier ministre égyptien Mustafa Madbouli s'est rendu samedi 15 août à Khartoum où il a rencontré son homologue soudanais Abdallah Hamdok. La visite vise à renforcer officiellement les liens politiques et économiques et à unifier leur position concernant le barrage éthiopien de la Renaissance construit sur le Nil Bleu. Une réunion tripartite Égypte, Soudan, Éthiopie sur le barrage serait imminente. Pour l'Éthiopie, le plus grand barrage d'Afrique est vital pour produire de l'électricité et développer sa production agricole. Pour le Soudan, le Nil Bleu venant d'Éthiopie fournit plus de la moitié de l'eau. Mais pour l'Égypte, ce barrage est perçu comme une menace existentielle. Il contrôlera 85% de l'eau. Du temps de l'ex-président soudanais Omar El-Béchir, l'Éthiopie avait pu jouer sur les divisions idéologiques entre le régime islamiste soudanais et les anti-frères musulmans du Caire. Si les rapports avec le nouveau gouvernement à Khartoum n'étaient pas au beau fixe, le Caire et Khartoum se sont rapprochés après quelques couacs de départ. Le président américain a annoncé samedi dans un communiqué de la Maison-Blanche le décès de son frère cadet Robert Trump, admis dans un hôpital new-yorkais. Des médias américains avaient rapporté qu'il était gravement malade. Très proche de lui, Donald Trump a salué un frère merveilleux. Vendredi, Donald Trump avait rendu visite à son frère à l'hôpital pendant 45 minutes. Il avait seulement déclaré à la presse que son frère vivait un moment difficile. Beaucoup moins célèbre que son frère, Robert Trump, né en 1948, a toutefois longtemps été partie intégrante de l'empire immobilier familial et il était d'une loyauté absolue envers le président. Il avait tenté en vain de faire interdire par la justice la publication d'un livre de sa nièce Mary Trump décrivant Donald Trump comme le produit d'une famille toxique. Robert Trump estimait que ce livre à charge était une honte et avait obtenu un blocage temporaire de sa publication, mais un juge avait levé ce blocage en juillet. 3 jours après l'accord signé par Israël et les Émirats arabes unis, la liaison téléphonique entre les deux États a été établie dimanche, symbole des relations diplomatiques récemment nouées. Les journalistes de l'agence presse américaine AP à Jérusalem et à Dubaï ont pu s'appeler depuis des téléphones fixes et cellulaires. Jusqu'ici, aux Émirats arabes unis, fédération de 7 Émirats situés dans la péninsule arabique, un message enregistré en arabe et en anglais était diffusé, disant que les appels vers l'indicatif téléphonique d'Israël ne pouvaient pas aboutir. Israël et les Émirats arabes unis ont annoncé jeudi qu'ils établissaient des relations diplomatiques complètes dans le cadre d'un accord négocié par les États-Unis qui obligeait Israël à mettre fin à son plan contentieux d'annexer les terres occupées en Cisjordanie.
Alors que les autorités afghanes ont commencé à relâcher une partie des 400 derniers prisonniers talibans, la France a demandé dans un communiqué de ne pas libérer des terroristes condamnés pour les meurtres de citoyens français. Kaboul s'apprête à libérer 400 détenus talibans, ce qui doit permettre d'entamer des négociations de paix. La France est particulièrement préoccupée par la présence parmi les personnes susceptibles d'être libérées de plusieurs terroristes condamnés pour les meurtres de citoyens français en Afghanistan, fait savoir le Quai d'Orsay dans un communiqué. Elle est fermement opposée à la libération d'individus condamnés pour avoir commis des crimes contre les ressortissants français, poursuit le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. La France se dit toutefois prête à soutenir le processus de paix dans le pays. Fin de cette édition qui vous a été proposée par la rédaction. Merci pour votre fidélité sans cesse renouvelée. Excellente soirée dominicale en compagnie des programmes de Chérif la Télévision. Bonsoir.